Lorsque l'on m'a proposé pour cet été à Encore Jeune de faire une série d'entrevues de longue haleine avec les personnalités de notre région, que pensez-vous de ma réaction, si ce n'est que j'ai accepté avec plaisir, avec bonheur même, parce que j'adore rencontrer les gens. Et vous le savez, à Encore Jeune, c'est une des caractéristiques que j'ai voulu instaurer dans cette émission, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des gens. Les gens que vous allez rencontrer au cours de la saison estivale, parce que c'est une saison estivale, les gens que vous allez rencontrer sont des gens de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de venues, de toutes sortes d'expériences. Et c'est ce qui fait vraiment la richesse de ces entrevues que vous allez pouvoir lire et écouter, bien sûr, au cours de l'été. Notre première invitée, elle n'est pas, comment dirais-je, très connue, malheureusement, mais elle est une personnalité extraordinaire, Madame Colette Watson. Colette Watson, bonjour. Bonjour. J'ai envie de vous demander pour commencer, Colette, comment vous vous sentez maintenant? Parce que avec tout ce qui nous arrive dans l'existence, j'ai comme l'impression qu'il faut s'enquérir de la santé des gens. Comment est-ce que ça va? Je me sens bien, je me sens comme dans un univers parallèle, on dirait. C'est quelque chose, c'est un peu comme le purgatoire. On attend de qu'est-ce qui arrive. On n'est pas rendu encore, on est pris ici au niveau du milieu. L'année 2020, j'ai hâte qu'elle se termine. J'ai hâte que la pandémie se termine. Mais au niveau santé mentale, tout va bien. J'ai appris il y a longtemps que si on s'inquiète des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est pas une bonne chose. Alors, je m'inquiète des choses que je peux contrôler. Et la pandémie, je peux pas la contrôler. Non, et aucun de nous ne peut le faire, je pense. Sur la sainte planète, je pense pas qu'on puisse le faire inévitablement. Tout à fait. Colette, on vous a invité Encore Jeune parce que j'avais hâte de faire, bien sûr, une entrevue avec vous, bien entendu, mais aussi parce que on dit que vous êtes une personnalité qui ne laisse personne indifférent. C'est ce que j'ai entendu. Alors, je commence par ça. On verra un peu plus tard comment ça va se développer, mais vous ne laissez personne indifférent. Pourquoi? Ce n'est pas quelque chose qui est conscient avec moi, j'imagine. J'aime les personnes, j'aime à savoir, j'aime à valider les personnes qui sont avec moi, j'aime à valider mon équipe quand je travaille avec une équipe. C'est toujours mon monde qui est le meilleur au lieu de moi-même. Alors, j'ai toujours cru que pour faire du succès, soit en vie ou au travail, que c'est en formation d'équipe et c'est l'équipe qui est la plus importante. Et c'est jamais la personne individuelle. Dans ce cas-là, est-ce que vous vous considérez ou comme une leader ou comme une gestionnaire? Je dirais leader. Les deux? Ouais. Non, leader. Leader? Leader. Oui, parce que gestionnaire, c'est un peu quelqu'un qui fait... c'est un peu comme dans une usine. Tu sais, c'est un peu un pas, deux pas, trois pas. Et quelqu'un qui est leader, c'est quelqu'un qui donne de l'inspiration aux gens. Moi, le type de gestionnaire que j'étais, c'est que je te donnerai pas tes tâches à tous les matins. Je dirais, nous sommes ici aujourd'hui, ce serait vraiment bon si on se rendrait ici demain. Vas-y. Si tu as besoin de mon aide, appelle-moi. Et puis là, les gens, ils se ressortent, la créativité. Ça les valorise. C'est ça, c'est ça. Alors, puis on a toujours un beaucoup meilleur produit quand on dit « vas-y », que quand c'est moi qui te dis « bon, tu vas faire toutes ces étapes-là, là, puis tu m'appelleras quand tu auras fini », c'est pas de même qu'on fonctionne. Cette caractéristique-là, est-ce que vous la détenez de vos parents? Parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour préparer cette entrevue, je vous l'avoue, et on a peu d'indications, justement, de vos premières années. Alors moi, évidemment, étant curieux, je me suis dit, tiens, Colette Watson,
C'était qui ses parents et qu'est-ce qu'ils lui ont légué, qu'est-ce qu'ils lui ont laissé? Je ne dirais que non, c'est le contraire. Ah Alors, oui? mais oui, mes parents sont beaucoup pris dans comment les gens pensent de moi, sont très inquiets de qu'est-ce qu'on aurait pensé d'eux et pas mal timides à faire des petits pas. Moi, la personne que je suis aujourd'hui est née à 36 ans. Et cette personne a été inspirée par Ted Rogers et Phil Lind. Directement. Directement. Ah oui? Directement. Il a eu un tel impact sur vous? Absolument. Je travaillais directement pour ces deux hommes. Et ils m'ont fait confiance. Ils m'ont laissé aller. C'est eux qui m'ont montré, nous sommes ici aujourd'hui, j'aimerais être ici demain, vas-y. Et j'ai été obligée de me débrouiller. Quel homme était Ted Rogers dans ce cas-là pour qu'il ait une telle, sur vous certainement, peut-être sur d'autres également, quel genre d'homme était-ce pour avoir une aussi grande incidence, si on peut dire? C'était un homme passionné, brillant. Ça ne me surprend pas et vous l'êtes aussi. Il était brillant. Justement, ce matin, je racontais une histoire à quelqu'un qu'il sortait 10-15 idées à la fois dans chaque conversation. Il ne faisait pas tout sens, ces idées-là. Mais on pouvait soupçonner de où il voulait se rendre. Alors, moi, mon truc, c'était d'attendre 24 heures parce que ça changerait. Hein? Il aurait changé d'idée. Alors, 24 heures plus tard, OK, il va encore être ici. Là, j'y mijote un peu. Puis là, j'allais lui dire, je comprends où vous voulez aller. Peut-être les 10 manières que vous m'avez suggérées, c'est pas la bonne chose, mais si on faisait 1, 2, 3, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on y allait. Donc, si je comprends bien, j'ai devant moi une femme qui est un peu cartésienne, qui est organisée dans sa pensée, qui est organisée probablement dans ses actions aussi conséquemment. Donc, on peut dire que vous êtes cartésienne, Colette. Au Pas bureau, pas seulement. au bureau, oui. À la maison surtout, puis au bureau un peu moins. J'aime beaucoup à laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire. Je ne dirais pas que je planifie trop et mes collègues vous diraient que les détails, c'est pas moi. Hein? Alors moi j'aime à visionner à 30 000 pieds. Et puis, je suis pas bonne aux détails. J'en oublie beaucoup, mais j'aime à m'entourer des personnes qui sont bons aux détails. Puis ensemble, on fait une bonne équipe. Vous avez étudié en quoi, Colette? En journalisme. En journalisme, oui? Oui. Ici à Ottawa ou à Toronto ou ailleurs? Oui, ici à Ottawa. J'avais 12 ans et on a fait une vidéo pour moi quand je suis partie de Rogers parce que je dis à tous les gens, j'avais 12 ans et j'étais pris par l'émission de Mary Tyler Moore. Ah, ben et là, j'ai dit, moi, je veux être elle. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est ça qui m'a inspirée. Mais vous avez, je connais un peu l'image de Mary Tyler Moore, bien entendu, mais vous avez quand même réussi à vous forger votre propre personnalité de journalisme, non? J'espère à tout le monde. Oui, quand même. oui. C'est beau le mentor, mais il faut faire sa voix. Et j'ai découvert, rendu à 5 ou 6 ans dans ma carrière, que j'aimais mieux être sur l'autre côté de la caméra. J'aimais la planification, j'aimais être capable de contrôler le destin un peu. Et puis alors, être la journaliste, c'était encore intéressant, mais j'ai découvert que j'aimais mieux être à l'arrière, peut-être en gestion. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise maintenant, même si c'est moi qui prends le rôle de journaliste, c'est vous de l'interviewer? Oui, je suis moins à l'aise en avant de la caméra. Devant la caméra, c'est gênant. C'est peut-être surprenant pour les gens qui travaillent avec moi que je suis vraiment gênée. Je suis vraiment gênée. Je suis une personne gênée. Alors, parler de moi-même, là, ça me tracasse un peu. Oui, c'est très difficile. Bien, on va respecter ça. En tout cas, c'est l'essence même de la chose. Mais je suis quand même curieux d'une chose. Vous avez dit que vous avez étudié en journalisme.
constamment en journalisme, tout le temps en journalisme, ou est-ce qu'à un moment donné, pour devenir gestionnaire et ensuite pour devenir leader, est-ce que vous avez fait des cours, je ne sais pas moi, en gestion personnelle ou en finance ou peu importe, enfin, de quoi avoir les outils pour mener une barque finalement? J'ai été vraiment chouée il y a peut-être 20 ans. J'ai reçu un prix de faire des études à l'Université Northwestern, pas loin de Chicago. En anglais, c'était Media Management. Okay. Et puis, ça a été super. J'en ai appris beaucoup en finance. Mais pour moi, j'aimais toujours les mathématiques, alors les finances, ça me faisait pas peur. Les budgets, ça me fait pas peur. Mais l'idée de faire, de prendre nos habiletés et de les mettre en gestion pour les médias, ça a été vraiment une bonne expérience pour moi. J'imagine un tout petit peu. Comment j'allais dire ça? Vous avez changé de position. Le fait de changer de place, physiquement parlant, Toronto, Ottawa ou ailleurs, et de position, Rogers, CPAC, bon, etc., ça vous donne quand même, je dirais, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ça vous donne une capacité d'adaptation. C'est ça que la question me venait. Est-elle adaptable ou pas? Est-ce que vous l'êtes? Oui, absolument. Je dirais qu'une de mes plus fortes compétences, c'est change management. Alors, c'est parce qu'il faut toujours évoluer. Hein? Si on reste en place, si on reste sur place, on va se faire bouleverser. Dépasser? Bouleverser, ou ensuite dépasser. Oui. Parce qu'il faut toujours être capable de dire... alors moi, je dis à tout mon personnel toujours, nous sommes toujours dans l'année 2 d'un plan de 3 ans. Et le plan, il faut que ce soit fluide un peu, il faut que ce soit flexible. On se pense toujours confortable, mais il faut faire ces défis de changer beaucoup. Moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que M. Rogers, j'avais peut-être des capacités d'aller régler les choses. Et à tous les 2 ans, il m'envoyait à la place de problèmes chez Rogers. Mais j'avais toujours gardé mon petit domaine de télévision communautaire. Ça m'a suivi pour les 30 ans que j'étais chez Rogers. Alors, parce que je voulais jamais les laisser de côté. Alors, il dit, OK, d'abord, garde-les, mais va faire ça. Alors, j'avais moins de temps pour les canaux communautaires, mais quand on a une bonne équipe, c'est magnifique. Il faut toujours avoir une bonne équipe. C'est très intéressant d'avoir ces discussions-là parce que c'est probablement un phénomène que les gens oublient, le travail d'équipe. On est très dans l'image individuelle, dans le jeu, etc., le je me moi, comme on dit. Mais le travail d'équipe, ça s'oublie, n'est-ce pas? La télévision, surtout, c'est un sport d'équipe. Tout à fait. La preuve en est, hein? C'est tout à fait. Si vous voulez, Colette, on va faire une courte pause et on va revenir tout de suite après. C'est beau. Colette Watson, on parlait avant la pause justement de l'importance du travail d'équipe et on parlait aussi de la télévision communautaire. 1990 pour vous marque une date importante parce que justement vous accédez à travers le canal Rogers et le câble Rogers, vous accédez bien sûr à la télévision communautaire. 2 questions là-dessus. 1, pourquoi le travail et la radio et la télévision communautaire en tant que telle? C'est quoi l'importance? Et d'autre part, c'était quoi votre perspective de la télévision communautaire au point de départ? Alors, je réponds la deuxième avant et je reviens à la première. Aucun problème. La perspective, c'est qu'il n'y a rien qui nous empêche de faire, de rêver jusqu'au ciel. Et la première question, c'était que je viens d'Ottawa. Je venais d'avoir ma fille. J'avais une petite fille à la maison, un bébé à la maison. Et travailler dans le domaine des télévisions,
à Ottawa, en français et en anglais. C'était vraiment quelque chose de bien. Moi, j'ai fait mon secondaire à l'école secondaire La Citadelle à Cornwall. Et à l'époque, il n'y avait pas une école, une bâtisse qui était l'école séparée pour l'école française, l'école secondaire. Alors j'ai appris jeune que les Franco-Ontariens devaient lutter, c'est un grand mot, mais devraient lutter pour avoir ce que pour être capable de vivre en français comme on veut en Ontario. Tout à fait. Alors quand je suis arrivée, moi, ma tâche qu'ils m'ont donnée, qui était vraiment inspirant, c'est que nous allons faire la concurrence pour acheter Skyline Cable. Tout à fait. Et, qui n'était pas loin d'ici, d'ailleurs. C'est ça. Et en approbation de cette décision, nous allons faire le lancement d'une chaîne communautaire en français pour les Franco-Ontariens. Alors, c'était... You had me at hello à ce point-là. Tout à fait. Alors, j'ai dit, OK, je suis là. Et puis, en 1991, nous avons pris la station en anglais. Et le 16 octobre 1992. Et je m'en souviens parce que j'ai été enceinte. Et mon fils est né au mois de septembre 1992. Nous avons fait le lancement de la télévision communautaire en français en Ontario, ici chez Rogers. Vous étiez fière à ce moment-là? Parce Absolument. que malheureusement, il n'y a pas d'image d'époque. En tout cas, je n'ai pas trouvé dans les archives des images d'époque. Je fais exprès parce que... Oui, il y en a des images. Oui, on a des images. Oui. Et puis, c'était vraiment quelque chose d'excitant. Et les gens qu'on a embauchés à ce point-là sont encore ici avec moi. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous sommes passionnés, que nous sommes... que c'est un... Chez Rogers, c'est une bonne place à travailler. Et qu'on a eu la chance à évoluer ensemble. Vous savez ce que je trouve intéressant, et bon, je peux en témoigner un tout petit peu parce que je suis bénévole depuis un certain nombre d'années quand même, pas autant que vous, mais enfin, mais un certain nombre d'années, la capacité et la probabilité d'apprentissage, de s'ouvrir les horizons pour un bénévole chez Rogers, je trouve que c'est là. Est-ce que par hasard, vous aviez cette philosophie-là au point de départ? En d'autres mots, un caméraman pouvait très bien à un moment donné devenir preneur de son ou, je ne sais pas moi, devenir intervieweur, journaliste par exemple, juste pour le plaisir de la chose et pour aller chercher de l'expérience, évidemment. Absolument, absolument. C'était exactement ça la raison pour laquelle on le faisait. Et quand on perdait un bon bénévole, quelqu'un qui a eu un emploi, là, les gens disaient « Oh, Marc est parti, Christian est parti. » Là, je leur dis « Ben, c'est parce qu'on a fait notre job. » Tout à fait. Sois fier. Moi, il n'y a rien qui me faisait plus chaud au cœur. On regarde Tom Green. On lui a lancé la carrière ici. Tout à fait. Ici à Ottawa. Et il y en a plusieurs. Dan Aykroyd, ça c'est avant toi et moi, là, mais il y en a beaucoup de gens qui sont... Patrick Groux a fait son début ici à Ottawa. Et puis, tellement fier d'avoir joué un petit rôle à ouvrir une porte ou une petite fenêtre pour ces gens-là. C'est en tout cas une très, très bonne école d'apprentissage, ça fait aucun doute. Mais je voulais savoir si c'était... si au départ, c'était comme ça, bien entendu. Est-ce que vous avez l'impression que, justement, la télévision communautaire maintenant, parce que, bon, on sait qu'elle est câblée, bien entendu, elle n'est pas encore tout à fait sur Internet, quoique il y a des tendances à aller vers l'Internet, bien sûr. Est-ce que, justement, c'est une voie que, inévitablement, la télévision communautaire va prendre ou va devoir prendre ou pourrait prendre, justement, d'être diffusée sur le câble, mais aussi sur les Internets, comme on les appelle? Mais je crois que des évolutions de qu'est-ce qui a été le canal communautaire chez nous, ça existe sur Facebook, sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme que les gens décident de se faire de la télévision. Le mot français, je ne connais pas, les influencers qu'on voit sur Instagram. Les influenceurs, tout les simplement. influenceurs chez Instagram. Ça, c'est de la télévision communautaire il y a 25 ans. Ils le font sur une différente plateforme. Alors, les jeunes aujourd'hui se disent, j'ai pas besoin d'aller chercher un studio avec une équipe de 30 personnes pour faire ce que j'ai à faire. Un iPhone va faire ce qu'on a à faire dans la chambre à coucher. C'est le paradoxe, hein? Oui, c'est ça. Alors, il faut trouver
la nouvelle place pour la télévision communautaire que nous faisons ensemble et où est-ce qu'elle se rend. Je crois qu'on a fait des bons progrès en faisant les canaux YouTube et puis on verra. Mais ça a été commencé, ça a été inventé pour amener les gens à s'abonner au câble. Tout à fait, absolument. Et en plus, corrigez-moi si je fais erreur, mais aussi pour, jusqu'à un certain point, donner la parole aussi aux gens. C'est ça. Parce que, inévitablement, la démocratie faisant dans nos médias ce qu'elle fait, les gens demandaient à avoir le droit de parole. Et en donnant l'accès à un micro dans la câblo-distribution, ils avaient un droit de parole, non? Et aujourd'hui, dans le domaine des médias sociaux, ils apprennent leur parole. Ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. Tout à fait. Je vous amène sur une autre date. Le 17 janvier 2001, je pense, ou 2005-2001, quand ça a été la naissance de CIPAC. J'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu, parce que vous êtes présidente de CIPAC, j'aimerais ça que vous me parliez un tout petit peu du pourquoi. Beaucoup de ceux et celles qui nous écoutent ne savent pas pourquoi CIPAC, la chaîne publique, bien sûr, la chaîne parlementaire, est née. Alors, CIPAC est né le 17 juin 1992. Et puis, je faisais partie d'une équipe réglementaire de Rogers qui a obtenu la licence et qui a fait la signature avec le président de la Chambre des communes à l'époque, John Fraser. La licence pour les deux canaux, français et anglais, oui. C'était indifférent, oui? Oui, okay. C'était un canal à l'époque. Tout à fait. Un canal à l'époque. Un canal bilingue? Oui. Probablement. Et c'était la chaîne parlementaire. C'est ça, tout à fait. Et puis, en 2001, nous avons fait le relancement de la chaîne parlementaire qui est devenue la chaîne d'affaires publiques canadienne. Et ça a été fait parce que à l'époque, il n'y avait pas de concurrence dans le domaine des câblos. Et puis les propriétaires de câblos voulaient faire un service public aux Canadiens. Alors, le cadeau des câblos aux Canadiens et au Canada, c'était un canal de démocratie qui a été baptisé la chaîne d'affaires publiques par câble. Et les câblos, donc Vidéotron, Shaw, Rogers, etc. Et Cogeco, oui. Cogeco, évidemment, ont contribué et continuent encore à contribuer. C'est encore les propriétaires. Aujourd'hui, la chaîne est abonnée avec tous les abonnés au Canada. Alors, c'est une chaîne obligatoire que tous les méthodes de faire soit que c'est sur satellite ou par fibre optique ou par câble, ces entreprises doivent offrir CIPAC. Offrir ça, tout à fait, oui, tout à fait. Et en 2015, nous avons dit, mais c'est quoi le cadeau de 2015 que les câblos peuvent offrir? Et c'est à cette époque où nous avons lancé l'archive numérique. Alors, nous avons 33 000 vidéos sur l'archive numérique de CIPAC. Qui date de 1977, des processus de Parlement en 1977. Alors, quand on commençait à faire les démarches avec le président de la Chambre des communes, on disait, hey, ce serait peut-être une bonne chose. On aimerait faire, on aimerait mettre vos archives, votre bibliothèque vidéo en archive numérique. On a commencé le processus et quand on faisait ça, on avait vu qu'il y avait jeté 80% des vidéos de qu'est-ce qui s'avait passé dans la Chambre des communes de 1977 à 1990. Et il reste, pour l'information de ceux et celles qui nous écoutent, Colette, il reste à Bibliothèque et Archives Canada les rubans audio de la Chambre, mais pas les vidéos. Les vidéos. Alors, nous avons fait un partenariat avec la bibliothèque et puis nous avons fait le lancement de l'archive nationale en partenariat avec le gouvernement. Et alors, n'importe quel étudiant ou en matière de droit ou un Canadien qui veut trouver son histoire peut le trouver à CIPAC.ca. C'est très intéressant parce que c'est un encouragement à l'exercice, pas à la démocratie en tant que telle, mais à l'exercice démocratique. Ça a lieu pas très loin d'ici. Et je pense que dans le système canadien, s'il y a bien une règle de base, que ce soit appliquée par Rogers, Vidéotron ou un autre,
l'aspect démocratique, l'aspect de la parole est essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Absolument, absolument. Alors, si vous allez voir, dernièrement, depuis que la pandémie est commencée au mois de mars, si on syntonise le canal de CEPAC, vous allez voir que nous donnons la parole. Il n'y a pas de journalistes qui se débattent de qu'est-ce qui se passe. Là. C'est on passe la parole au gouvernement fédéral, aux gouvernements provinciaux, à qui que ce soit, mais on veut informer les Canadiens. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on vous donne l'information, c'est laissé à vous de faire votre choix. Tout à fait. En terminant, parce que cette entrevue se termine déjà, Colette, c'est beaucoup trop vite, fort intéressant. En terminant, un souhait pour la présidente de CIPAC, ce serait quoi? Que plus les Canadiens sachent que c'est une entreprise privée, c'est que ça appartient pas au gouvernement, ça appartient aux Canadiens. Très intéressant, en tout cas, de voir ça. Colette Watson, ça a été un plaisir de vous avoir à Encore Jeune et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se reprendre pour une entrevue un peu plus longue cette fois-ci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.